Salut à toi et bienvenue à cette session de formation inédite qui va se passer en ligne. Merci pour avoir effectué le paiement pour pouvoir participer à cette formation. Et je sais qu'à la fin de cette formation, vous allez ressortir grandi, vous allez ressortir vraiment enrichi de toutes les informations utiles que vous allez avoir. Donc, notez que la formation va se passer à deux étapes. Donc, vous voyez que le tableau là derrière moi. Donc, ce sont des éléments que je vais vous expliquer pour que vous puissiez prendre en compte dans vos différentes analyses, pour la compréhension avant d'aller sur la phase pratique. Voilà, sur la phase pratique au niveau de l'ordinateur pour que vous puissiez comprendre. Donc, comme toute chose, on met des formations en ligne pour vous permettre de pouvoir suivre nos formations, pour vous permettre que là où, pour briser ces chaînes, pour briser ces barrières, on va dire physiques qui sont là, afin que la connaissance puisse être distillée partout dans le monde. Donc, celui qui cherche la connaissance va trouver devant lui l'argent. Celui qui cherche la connaissance trouvera à la porte, à la fin de cette recherche-là, en tout cas les ressources économiques pour pouvoir redoubler, pour pouvoir en fait grandir encore plus. Donc, nous sommes ici pour la blockchain et pour la crypto-monnaie. Donc, blockchain et crypto-monnaie. Donc, je vais écrire blockchain. Donc, blockchain et crypto-monnaie, c'est quoi? Donc, Confucius dit que when words lose the meaning, people lose their freedom. Donc, il faut donner le sens à chaque mot pour pouvoir comprendre la quintessence et la profondeur de chaque chose. Et tant que les choses ne sont pas bien définies, vous allez naturellement vous égarer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, en fait, pensent, quand on parle de crypto-monnaie, ils pensent d'investissement, ils pensent à autre chose, ils ne pensent pas à technologie, ils ne pensent pas à moyens. Ce qu'eux, ils pensent, c'est l'argent facile, l'argent rapide. Oui, l'argent rapide existe parce que tu peux le perdre rapidement. Mais l'argent facile, ça n'existe pas. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre la chose, vous devez repartir à la source. Pourquoi la crypto-monnaie a vu le jour? Parce que avant d'arriver à la crypto-monnaie, vous devez comprendre la source de la chose. Vous devez comprendre pourquoi les choses ont évolué ainsi. Parce que, avant la crypto-monnaie, ce qui a poussé à la crypto-monnaie, c'est un ensemble d'événements. Voilà, parce qu'on dit que toute chose qui va arriver, ou bien toute chose que vous voyez, a déjà été préméditée, a déjà été pensée, a déjà été vue, a déjà été, on va dire, élaborée par quelqu'un d'autre. Voilà, par quelqu'un. Et ce sont les facteurs, ce sont les éléments, ce sont les conditions qui vont faire que cette chose-là va éclore, tout simplement. Donc, si nous partons au niveau de la blockchain, au niveau de la crypto, vous devez d'abord comprendre que quand on parle de blockchain, quand on parle de crypto-monnaie, la blockchain vient d'abord en avant. C'est d'abord comprendre c'est quoi la blockchain. Celui qui comprend la blockchain comprendra facilement la crypto-monnaie. Et c'est ce sur quoi nous allons nous entretenir. Donc, la blockchain. D'abord, moi, je vais vous demander comment, en fait, on va dire, est-ce que vous êtes posé la question de comment généralement une transaction ou comment notre système institutionnel économique fonctionne? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Parce que une fois que vous comprenez comment elle fonctionne, vous allez comprendre ce que je vais développer. Nous sommes dans un système où tout est ce qu'on appelle centralisé, c'est-à-dire tout est dans les mains d'une seule personne ou bien d'un groupe de personnes qui font que c'est eux seulement qui peuvent jouir de euh, tout ce qui est bon, tout ce qui est cool, tout ce qui est cool en fait de la chose. Mais beaucoup en fait euh, sont, ont essayé de penser à des systèmes pour pouvoir trouver des moyens et des voies afin de pouvoir décentraliser, pour que chaque personne, chaque individu soit maître de ses côtés financiers, bien sûr, maître de ses fonds, pour que chaque individu soit maître de ses identités, pour que chaque individu également soit maître des différents contenus qu'il crée. Voilà. Parce que nous sommes dans un monde où, en fait, lorsque on découvre de l'or dans ta parcelle, ça appartient au gouvernement. Vous voyez? Mais lorsqu'on découvre, mais sur cette même parcelle, si on découvre de la drogue, c'est toi on va inculper. Pourquoi? On regarde uniquement ils regardent uniquement ce qui les arrange plus. Et quand ça ne les arrange pas, c'est toi qui vont inculper. Donc, tu dois comprendre ça et savoir que nous sommes dans un monde qui est gouverné. Et tu dois penser hors du système. Et ce sont des gens qui ont pensé hors du système qui ont pu mettre en place ce qu'on appelle la blockchain. Donc, pour récapituler la chose, nous allons d'abord partir en 2008. Voilà, avant 2008, ce qu'on appelait les subprimes, on va appeler les prêts hypothécaires au niveau des États-Unis. Donc, nous étions dans un système où, en fait, les États-Unis, dans leur élan de croissance, étaient arrivés à un moment où ils faisaient ce qu'on appelle des prêts. Des prêts à des personnes qui ne sont pas forcément solvables. Donc, nous avons des banquiers. Donc, nous avons la banque qui est là, qui va prêter
à des personnes, vous voyez, ce qu'on appelle des titres ou bien de l'argent, à des individus qui sont là et qui ne sont pas solvables concrètement. C'est pour dire que la banque va lui prêter peut-être 10 000 dollars. Et ces 10 000 dollars là, il va utiliser ça, alors que lui, il est là, il n'est pas, c'est pas sûr. Mais comme il est peut-être fonctionnaire, on dit que, bon, euh, sur le long terme, on peut récupérer le prêt sur lui. Mais il se trouve que quand lui, il prend également ces 10 000 dollars, il va aller payer ce qu'on appelle des maisons. Vous voyez, il va aller payer une maison, c'est-à-dire son toit, là où il dort. Voilà. Et il se trouve que là-bas, ça fait 10 000 dollars. Donc, c'est un exemple. Il a pris ces 10 000 dollars, il a fait le prêt pour aller payer la maison. Maintenant, une personne, c'est bon, deux personnes, c'est bon, trois personnes, c'est bon. Mais on est arrivé à un moment où ce n'était pas uniquement une personne, mais ce sont des milliers de personnes à qui la banque donnait des prêts sans pour autant avoir des garanties de solvabilité sur ces différentes personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retrouvé que, puisque ici, ça représente le domaine de l'immobilier. C'est bon? Donc, l'immobilier. Donc, en ce moment, ces gens-là, ils viennent, ils prennent des prêts, ils achètent de l'immobilier et ils vont reprendre encore l'argent, ou bien on va dire les papiers de cet immobilier-là pour aller déposer d'autres prêts au niveau de d'autres banques pour pouvoir avoir encore plus de prêts pour pouvoir acheter. Maintenant, il s'est avéré qu'à un moment donné, eux là, ils n'arrivaient plus à solder pour leur. Donc, je mets ici banque. Ils n'arrivaient plus à solder au niveau au niveau de la banque. Et la banque également, pour pouvoir se saisir, pour pouvoir en fait les forcer, était obligée de se saisir de leur maison. Vous voyez, c'est-à-dire de leur bien immobilier. Puisqu'en ce moment, le milieu de l'immobilier était en flèche. Voilà, ça montait, ça montait, ça montait. Donc, mais comme les gens n'étaient pas solvables, la banque, pour pouvoir récupérer son investissement, était obligée de saisir la maison que la personne a eu à acheter et utiliser maintenant cet argent-là pour en fait recouvrir le prêt que l'individu a eu à faire. Et en ce moment, comme beaucoup de banques se sont mis à saisir des prêts immobiliers et les trucs immobiliers et remettre ça en vente, ça a fait qu'il y avait plus d'offres de vente côté immobilier par rapport à la demande. Et vous savez que quand il y a plus d'offres par rapport à la demande, les cours chutent. Donc, ce qui a fait que beaucoup de banques, on appelle ça la crise des subprimes. Crise des subprimes. Donc, je vous recommande, vous pouvez aller regarder encore la crise des subprimes. Donc, la crise des subprimes, ça fait que beaucoup de banques sont tombées. Beaucoup de banques ont fait faillite au niveau des États-Unis. Et comme c'était un effet boule de neige, quand au niveau de la banque, ils font faillite, ça va se répercuter sur le long terme, c'est-à-dire que donc sur l'ensemble de l'économie de façon générale. Donc, ça fait trembler quand même le monde. Donc, des banques ont fermé, des dirigeants se sont suicidés. Vous voyez des personnes qui se retrouvaient le milliardaire du jour au lendemain sont tombés. Tout simplement parce que, quoi? Parce que la banque dans laquelle elle était a fait faillite. Par conséquent, elle aussi, elle fait faillite. Donc, pour vous dire que vous qui êtes là, il faut savoir que la banque, c'est l'entreprise de quelqu'un. C'est bon? À moins que ce soit une banque nationale. Sinon, les banques commerciales, généralement, ce sont des entreprises personnelles. Ce sont des entreprises, bon, on peut également dire semi-étatiques. Et lorsque vous avez des fonds dans une banque et que cette banque-là fait faillite, il faut noter que vous également, vous faites faillite. Voilà. Si il se trouve que vous avez 1 milliard dans une banque actuellement et que la banque déclare faillite demain, notez que également vous n'avez plus accès à vos 1 milliard. Donc, malheureusement, c'est ça. Donc, beaucoup de milliardaires, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se sont vues du jour au lendemain ruinées. Par quoi? À cette cause-là. Pas pour dire que les banques ne sont pas bonnes. Oui, elles sont bonnes. Mais peut-être qu'en ce moment, les agissements que ces banques-là faisaient n'étaient pas aussi intéressants, n'étaient pas aussi bonnes. Par conséquent, ça a affecté tout un tas de personnes, beaucoup de milieux et assez d'activités. Donc, ce qui était boule de neige. Et l'économie en ce moment était fragile. L'économie américaine en ce moment a subi un léger choc. Et c'est de ce pas-là, c'est en ce moment que un groupe de personnes, notamment Satoshi Nakamoto, où on dit que c'est un groupe de personnes, à ce jour, son identité reste méconnue. On ne sait pas si c'est une personne, on va dire individuelle, ou alors c'est tout un groupe, mais ils ont pris le pseudo de Satoshi Nakamoto. Donc Satoshi Nakamoto, en 2009, en 2008, en octobre 2008, fait sortir ce qu'on appelle le white paper. Le white paper du Bitcoin. Le white paper du Bitcoin que je vais vous permettre de voir. Voilà, que je vais vous permettre. C'est un fichier également que vous allez voir. C'est tout en anglais. Où dans ce white paper, il décrit un nouveau système
de paiement, un nouveau système d'envoi, un nouveau système en fait d'échange dans lequel l'utilisateur est maître de ses informations. Et hormis de ces fonds, l'utilisateur également est maître de ses informations. Et c'est uniquement, ce sont les gens entre eux qui vont servir en fait de confiance. Nous n'allons plus faire confiance. Nous n'allons plus octroyer notre confiance à une personne tierce. Voilà, même la confiance sera repartie en fait par tout le monde dans le réseau. Et pour illustrer cela, c'est comment? Parce que si on prend une transaction, on va dire normale, voilà, dans le système traditionnel, nous sommes ainsi. Si on prend une transaction dans le système traditionnel, c'est ainsi. Donc nous avons la personne, on va dire l'institut de tierce qui est au milieu ici, et nous avons la personne A et la personne B. Donc nous avons A et la personne B. Pour que A puisse envoyer de l'argent à B, il doit forcément passer par celui-là, par l'intermédiaire. Pour que A, qui est là, puisse envoyer de l'argent à B, il doit forcément passer par lui. Et c'est la même chose actuellement. Il faut vous dire que le système n'est pas bon, le système est bon. Mais à tout système, il y a des limites. Et c'est les limites en fait qu'on regarde pour pouvoir upgrader. Donc, il faut qu'il envoie l'argent. A envoie l'argent au niveau, demande au niveau de la banque ou alors au niveau de l'institut ou bien de l'intermédiaire. Et l'intermédiaire va créditer le compte de l'autre pour pouvoir faire la transaction. Pour dire que A ne peut pas envoyer directement à B ou B ne peut pas envoyer directement à A. Donc, et parce que ce système, on appelle ça le système pair à pair, peer to peer, de personne à personne. Donc, ça, c'est le nouveau système. Maintenant, l'ancien système, c'est comme ça. Mais, puisque si il y a, ce qui fait que ce système n'est pas aussi éligible ou encore aussi bon, tout simplement parce que ça repose. C'est-à-dire que tous les efforts se reposent en fait à son niveau. Et généralement, dans certains cas, bon, s'il se trouve que nous sommes dans le même système, où nous utilisons les mêmes services du même intermédiaire, bon, c'est simple, hein, c'est-à-dire que A a son compte au niveau du système, de l'intermédiaire, et B également a son compte au niveau de l'intermédiaire. Et comme A et B ont leur contact, ont leur compte au niveau de l'intermédiaire, en fait, l'ordre, ce que A a fait, c'est de donner l'ordre à la personne, à l'intermédiaire qui est là, de débiter son compte pour créditer lui son compte, tout simplement. Mais tout reste dans le même système. Et en ce moment, le système également a connaissance des différentes informations que chacun a. On connaît c'est qui, où il est, où il vit. Bref, on arrive à imaginer qui est cette personne en réalité. Donc, mais à un moment donné, lorsque ce système-là est là, le système-là a des limites. Et les limites, c'est quoi? On va vous dire, vous ne pouvez pas, il y a un certain nombre de transactions que vous ne pouvez pas faire par jour. Il y a un certain nombre de trucs auxquels vous ne pouvez pas excéder. Vous voyez? Et le jour où cet intermédiaire n'est pas là, vous également, vous ne pouvez pas faire de transactions entre vous. Ce jour où cet intermédiaire a peut-être quelque chose contre vous, il peut bloquer chez vous, ou bien bloquer chez lui, ou bloquer votre transaction tout simplement. Le jour où vous partez chez lui et que lui, il ne se sent pas, vous ne pouvez rien faire. Donc, en réalité, vous dépendez uniquement de lui. Donc, c'est de ce fait que on a pensé à des systèmes. Satoshi Nakamoto, je vais bien écrire son nom. Satoshi Nakamoto. Voilà, c'est ainsi que Satoshi Nakamoto a pensé à un système pour pouvoir décentraliser. Parce que ça, nous sommes dans un modèle centralisé. Vous voyez? Et pour pouvoir maintenant décentraliser. Et c'est cette décentralisation qui a amené ce qu'on appelle la blockchain. Donc, c'est la blockchain qui est la décentralisation. La décentralisation. Et la blockchain se repose sur 3 éléments dont je voudrais vous demander d'aller approfondir vos recherches là-dessus. Qui est, quand on parle de blockchain, on parle, c'est sur 3 pieds. On parle de décentralisation. C'est la décentralisation, c'est la scalabilité. Et c'est quoi? C'est la sécurité. On appelle ça le trilemme de la blockchain. Donc, blockchain trilemma. Donc, blockchain trilemma, c'est le trilemme de la blockchain. C'est pour dire que lorsque quelqu'un est en train de programmer une blockchain, il se base sur ces 3 niveaux. La décentralisation, c'est quoi? Ici, on ne veut pas que le système d'échange puisse être reposé sur une seule personne ou un groupe de personnes seulement. Ça doit se reposer sur plusieurs personnes, de telle sorte que si cette personne ou si cette entité n'est pas disponible, que les autres puissent prendre le relais pour pouvoir assurer l'intégrité du réseau. Deuxièmement, nous avons la sécurité. La sécurité, c'est pour empêcher, voilà, qu'il y ait des corrupteurs, qu'il y ait des personnes qui puissent modifier des informations dans le système. Donc, et pour entrer également et vider certaines informations ou vider, on va dire, certains comptes. Donc, ça, c'est la sécurité. Et la scalabilité, c'est la capacité à gérer un certain nombre de transactions par seconde. Donc, c'est la capacité, la scalabilité, en fait, c'est la capacité d'une blockchain à
gérer voilà, un certain nombre de transactions. Donc, si on prend dans le système classique, hein, voilà, nous avons le grand opérateur qu'on appelle Visa. Vous voyez, si vous prenez les cartes Visa, on a écrit Visa. Eux, ils ont leur marque déposée, donc il y a Visa, il y a Mastercard. Bref, donc ce sont des entreprises personnelles également, mais qui ont développé en fait des systèmes qui permettent les échanges à l'international. Et vous savez que lorsqu'on fait des échanges à l'international, il faut que ces échanges soient des trucs qui soient, on va dire, très rapides. Voilà, parce que nous sommes, je vous l'ai dit, environ presque 8 milliards d'habitants. Donc, imaginons si c'est 2 milliards de personnes qui doivent faire des transactions par jour. Il faut combien de temps et c'est quelle technologie qu'il faut développer pour pouvoir gérer ces transactions-là le plus rapidement possible. Donc, le géant Visa, par exemple, je pense bien qu'ils sont à 150 000 actuellement, lorsque je fais cette vidéo, à 150 000 transactions par seconde. Comparativement à certaines blockchains, voilà, à certaines blockchains crypto, à certaines blockchains en fait qui sont à 175 000 à 200 000 transactions par seconde. À l'occurrence, si on prend la blockchain d'Elrond, si on prend la blockchain de Solana. Donc, ce sont des blockchains qui sont, on peut dire, très scalables. Parce que c'est la scalabilité qui va faire de telle sorte que beaucoup de personnes également vont utiliser cette blockchain-là, qui va faire de telle sorte que euh, les informations puissent se transmettre de façon fluide, si je peux bien le dire. Donc, je vais vous expliquer maintenant, et essayer de vous imaginer à quoi consiste la blockchain. Donc, si on parle le système classique, c'est comment? C'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans le système classique, c'est que nous avons une personne qui est là, et c'est ce qui se faisait avant. C'est ce qui se faisait avant. Donc, nous avons dans la société une personne qui est là, qui se dit, bon, au lieu de faire les transactions, au lieu de que chacun ne se fatigue, lui, il va être là, il sera là, lui, son travail serait de gérer toutes les transactions qui se font. C'est-à-dire que si A veut envoyer l'argent à B, donc nous avons A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, si A veut envoyer l'argent, par exemple, si A veut envoyer l'argent à eux, il doit forcément passer par lui. Donc ça veut dire que lui, eux a créé son compte chez C, tout le monde a créé son compte en fait chez C. Voilà. Et quand A veut envoyer de l'argent à C, voilà, et à B, à eux, voilà, lui, il va dire, bon, il va juste donner l'ordre à C, dit, ah, il faut débiter mon compte pour créditer son compte. Débiter, celui dit enlever, voilà, de son compte pour lui donner. Donc, enlever dans son argent pour le mettre à celui-là. Et c'est la même chose. Ce qui veut dire ici que lui, il a connaissance de tout ce que le système a. Il a connaissance de la puissance du système. Il sait qui a quoi, qui n'a pas quoi. Et de là, comme il sait qui a quoi, qui n'a pas quoi, bon, il a un certain pouvoir, ça lui donne un certain pouvoir, de pouvoir côtoyer, voilà, pour aller voir. Puisque, bon, imaginons que celui qui détient le plus est chez lui, bon, il est obligé d'être bon ami avec lui pour pouvoir, pour savoir comment son argent est bien gardé. Donc, imaginez-vous, si vous avez, on va dire, si vous êtes l'homme le plus riche ou bien l'homme qui a le plus de comptes au niveau d'une banque, bon, de un, c'est eux-mêmes qui vont d'abord venir essayer de copiner avec vous, prendre des bons trucs, voilà. Mais vous aussi, vous êtes obligé d'avoir de bons termes parce que c'est vrai, c'est votre argent est là-bas, mais si c'est trop bizarre, eux aussi, ils peuvent influer. Voilà, d'autres personnes peuvent le corrompre pour vous faire du mal. Bref, donc c'est pour éviter tout ça en fait que la blockchain a vu le jour. Voilà, que la blockchain a vu le jour. Donc, dans ce système classique dans lequel nous sommes toujours, voilà, euh, si c'est par exemple le jour où c'est est malade et qu'il ne travaille pas, aucune transaction ne peut se faire. Le jour où c'est il dit qu'il voyage, qu'il n'est pas là, aucune transaction ne peut se faire. Le jour où c'est en fait n'est pas content, ou bien, bon, disons que sa femme a fait quelque chose, il n'est pas content. Bref, il dit qu'il ne travaille pas. Donc, toi aussi, tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Donc, tu es obligé de patienter. Combien de fois aujourd'hui, certains ont eu des urgences en week-end et n'ont pas pu gérer ces urgences tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à leur compte, à leur argent quand ils en avaient besoin. Combien? Combien ont été limités? Par exemple, il voulait faire une transaction, on lui dit, ah, son nombre de transactions journalières par jour est atteint, mais il avait besoin de l'argent urgemment pour pouvoir gérer la solution. Mais il fallait qu'il attende demain. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Combien? Donc tout ça, ce sont des limites en fait que j'appelle que nos différents euh, que nos différents dirigeants qui sont dans le système classique doivent répondre, doivent penser pour pouvoir élargir et permettre que les gens puissent toujours venir. Mais bref, pour répondre à cette situation-là,
Donc, et pour ajouter encore, si par exemple c'est fouille avec l'argent, c'est-à-dire que tous ceux qui sont là, eux aussi ils sont tombés. C'est fini. Donc, pour répondre à ce challenge, c'est ça que la blockchain a vu le jour, donc avec Satoshi Nakamoto. Et en ce moment, c'est quoi? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, je m'arrête à 16. On va ajouter 17. Je m'arrête à 17. Donc, nous sommes 17 individus qui sont là et qui forment un réseau. Ici, tout le monde a son argent. Tout le monde, en fait, est indépendant loin de l'autre et l'un de l'autre. Et lorsque un ici veut faire une transaction à une autre, tout le monde est informé. Voilà, tout le monde est informé. Par exemple, dans ce système-là, lui, il ne va pas informer au système que, bon, s'il ne va pas informer aux autres que non, que A veut envoyer l'argent à eux, non. Mais ici, tout le monde est notifié. C'est bon, au niveau de la blockchain, tout le monde est notifié. Tout le monde est notifié. Si on va dire, ce monsieur A veut envoyer de l'argent à B qui est là, voilà, il doit, tout le monde, c'est-à-dire que tous les autres là, on va leur dire, ah, il y a A qui veut envoyer à B. Et qu'est-ce que les autres vont faire? Ils vont aller regarder, est-ce que, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont la capacité d'aller voir dans le compte de A, est-ce que A a réellement l'argent, la somme qui dit qu'il veut envoyer à B là. Si A n'a pas réellement ça, en ce moment, il ne peut rien envoyer. Ils vont bloquer ça. Le système va bloquer. C'est-à-dire que eux tous, ils vont dire non. Puisque tout le monde voit. Voilà. Et personne ne va mentir aussi. Et une fois maintenant qu'on est là-bas, une fois maintenant que la somme que A veut envoyer est OK, actuellement, en ce moment, chacun va valider. Chacun va dire oui, oui, oui. Parce qu'ici, ils ont ce qu'on appelle le droit de vérification et le droit de validation. Donc, ils vont d'abord regarder, vérifier, avant maintenant de valider. Donc, et là, s'il y a au moins la moitié ou bien soit 51% des personnes qui sont là de validation, de vérification et de validation, la transaction va passer. Donc, il y a un certain quorum. Voilà, il y a un certain minimum qu'il faut. Une fois que ce minimum-là est OK, ça va valider. Et une fois maintenant que la transaction est passée, tout le monde note chez lui. Lui, il va noter, lui, il va noter. Tout le monde note A à envoyer à B. Même ceux qui n'étaient pas là, ils vont recevoir une copie. Ils vont recevoir une copie que A a envoyé l'argent à B à telle heure, quand, à telle heure, à ce jour-là, pour peut-être s'il y a la raison, ils vont mettre la raison. Donc, on sait pourquoi A a envoyé l'argent à B. Donc, on appelle ça, c'est la transparence au niveau de la blockchain. La transparence. Il y a également c'est la transparence, c'est la sécurité aussi. C'est la sécurité. Donc, c'est la transparence et la sécurité. Et tout le monde sait, tout le monde est au courant. Donc, pas de corruption. Et si également, et si quelqu'un veut, l'objet pourquoi en fait chacun garde une notification, chacun garde une preuve de transaction, c'est pour que personne ne puisse venir influer l'autre ou bien ne puisse venir modifier une transaction, ne puisse venir modifier certains éléments. Voilà. Parce que dans ce cas, comme tout se repose sur lui, lui peut modifier s'il le veut. Voilà, il peut modifier. Voilà, si par exemple on veut faire un inventaire, bon, lui peut modifier ou bien supprimer même certaines transactions même à son niveau, voilà, que les gens ne vont pas voir. Mais ici, on ne peut pas supprimer. Toute chose que tu fais, elle est notée, archivée et distribuée à tout le monde, à tous ceux qui sont dans le réseau. Et c'est en ce moment qu'on parle vraiment de sécurité, en ce moment qu'on parle de transparence et qu'on parle de décentralisation. Et tout ce que je vous dis, ce sont des choses qui se font à des milliers de secondes. Voilà, c'est-à-dire que c'est très rapide. C'est très rapide ce qui se fait. Et une fois maintenant, parce que dans ce système-là, c'est au niveau de la blockchain, c'est ce qu'on appelle les validateurs. C'est bon? Au niveau de la blockchain, c'est ce qu'on appelle les validateurs. Donc, ce sont les validateurs ou encore les mineurs qui s'occupent principalement de cette tâche-là. N'importe qui peut être validateur, n'importe qui peut être mineur, mais il y a des conditions requises. Une fois que vous remplissez ces conditions-là, vous pouvez être des validateurs, voilà, au niveau de certains protocoles, ou alors des mineurs au niveau. Ici, le mineur, c'est le minage, c'est le mining. Voilà. Le mineur, c'est le processus qui consiste en fait à vérifier et à valider les transactions. Voilà. Et à valider des transactions au niveau de certaines blockchains. Donc, comme tout le monde n'a pas le temps, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, en ce moment, il y a des gens également qui se sont abonnés à ça. Il y a des gens qui ont pris ça comme leur travail principal, puisqu'ils vont recevoir des commissions. Parce que chaque transaction, chaque vérification qui est faite, il y a des commissions qu'ils reçoivent. Donc, voici les informations que je voulais vous partager concernant la blockchain. Et maintenant, la seconde partie, nous allons voir quels sont les différents éléments pour les outils que l'on utilise
dans cet écosystème-là. Parce que, juste vous vous rappeler, la crypto-monnaie, c'est juste l'adaptation du domaine financier au niveau de la blockchain. Sinon, la blockchain, elle est ouverte. C'est bon, on peut l'adapter à plusieurs domaines. Au domaine de l'art, au domaine de la musique, au domaine de la sauvegarde des données des objets connectés, euh, plein de agriculture, élevage, dans les transports, dans le transport des marchandises à l'international. Donc, un projet comme, si vous prenez VeChain, voilà, voilà, c'est un projet qui, voilà, technologie blockchain, ils ont développé le blockchain qui répond par exemple à la distribution à l'international, à poursuivre en fait les marchandises à l'international à travers la blockchain pour que ces données-là soient vraiment transparentes et sécurisées. Donc par la suite, nous allons voir les outils que nous allons utiliser au niveau au niveau en fait de la crypto-monnaie, parce que je voulais que vous compreniez dans quoi vous comprenez d'abord le sens. Et après ça, maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Nous allons passer aux autres informations. Donc,